sommes à la quatrième séance de ces webinaires qui ont été pensés comme une préparation, un avant-goût du Brésil pour les femmes qui vont participer à l'échange au mois de janvier. Donc nous concluons avec toi, Héloïse, et en beauté, puisque en fait tu es la co-réalisatrice. J'ai bien vu que tu insistes sur le co-réalisatrice d'un film qui s'appelle Femmes rurales en mouvement. Euh, alors, j'espère que certaines d'entre vous ont eu le temps de le regarder. Si ce n'est pas le cas, Héloïse va vous donner l'envie de le faire séance tenante, à peine on aura terminé. Merci à toutes d'être là. Héloïse, tu peux peut-être nous resituer un petit peu pourquoi tu as fait ce film et puis pourquoi spécialement au Brésil. Ouais. Bah, merci beaucoup pour cette rencontre, cet espace de discussion. Du coup, moi, je suis enseignante-chercheuse sur les questions de genre rural et je travaille depuis une dizaine d'années, en particulier donc au Brésil et avec des mouvements de femmes paysannes au Brésil qui sont inscrites dans des résistances et dans de l'agroécologie. Et j'avais commencé une thèse parce qu'il y avait une phrase qui m'avait particulièrement interpellée, que justement les paysannes brésiliennes défendaient. Elles défendaient le fait qu'il n'y aura pas d'agroécologie sans féminisme. Sur ce postulat-là, j'ai voulu un peu comprendre qu'est-ce qu'elles entendaient par là et comment est-ce qu'elles construisaient au final dans du quotidien une agroécologie avec une dimension féministe. Et donc, c'est en cela que j'ai été à la rencontre de différents mouvements de femmes paysannes au Brésil et différents espaces politiques. Et aussi, j'ai été dans du quotidien, dans des assentamentos, être auprès de femmes paysannes et de faire avec elles, du coup, du travail quotidien. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai rencontré le mouvement des femmes travailleuses rurales du nord-est du Brésil, avec qui on s'est lancé dans ce projet participatif de réaliser ce documentaire que vous avez à disposition, donc qui s'appelle Femmes rurales en mouvement. Et en fait, on l'a fait dans une démarche d'apprendre ensemble. En fait, on s'est auto-formé à prendre la caméra, à rédiger un scénario de film, à se dire qu'est-ce qu'on voulait montrer pour donc construire ce film de A à Z et de montrer c'est quoi la réalité des femmes rurales du Nord-Est, donc aussi bien chez elles, la réalité des potagers, de l'élevage, de faire du fromage, de l'artisanat, du travail parental, du travail domestique, que ensuite toute leur réalité de travail politique, militant, donc quand elles se retrouvent, comment elles font des réunions militantes, comment elles se forment, comment elles se soutiennent. Et notamment pour les personnes qui vont aller donc en janvier à Caruaru, au Brésil, le siège de ce mouvement de femmes paysannes se trouve à Caruaru, justement. Euh, et, euh, et donc, les réalités qui sont dans le film, ces réalités du Nord-Est et des femmes paysannes du Nord-Est, et avec ces lieux de réunion militante. Et donc, ce mouvement-là, il était très chouette, intéressant, inspirant, parce que c'est un mouvement non mixte, donc que de femmes rurales, qui avaient décidé de se mettre ensemble parce que quand elles étaient dans les syndicats, elles n'avaient pas le droit d'être syndiquées en tant que femmes, c'était que les hommes qui étaient syndiqués. Quand elles voulaient se rentrer dans des luttes, des résistances, et ben à chaque fois, c'était les hommes qui étaient sur le devant. Elles n'avaient pas d'accès à la terre non plus, de titres, de propriété des terres et elle n'était pas reconnue comme travailleuse rurale. Et donc, elle n'avait pas de statut de travailleuse, donc ça veut dire pas de congé, maternité, pas de droit du travail, pas de droits sociaux, etc. Et donc, elles avaient décidé de se mettre en mouvement, de constituer un mouvement pour demander des droits du travail, pour être reconnues comme travailleuses rurales et puis pour ensuite rentrer dans les luttes politiques, voilà, et être reconnu là-dedans.
Et leur idée, c'était aussi en interne de lutter, ce qu'elles appellent contre la mentalité de soumission, ce qui serait un peu de dire lutter contre les formes de patriarcat au quotidien. Et donc d'être ensemble dans des groupes pour réfléchir à comment lutter contre les violences faites aux femmes, comment négocier le travail domestique, voilà. Donc une série de choses très engageantes du point de vue féministe. Et ce mouvement-là, donc, qui est un mouvement régional sur le nord-est de femmes rurales, il participe aussi d'un plus grand espace qui s'appelle la Marche des Margaridas au Brésil. Et pour vous planter un peu le décor, parce que c'est quand même assez extraordinaire, si on essaie de penser à l'équivalent en France, et je ne sais pas si vous pouvez imaginer le Stade de France à Paris, qui serait entièrement occupé par 200 000 femmes rurales et qui, pendant 2 jours, occupent le stade, font des conférences sur l'agroécologie, le féminisme, sur le racisme, sur les semences paysannes, la souveraineté alimentaire, l'agroforesterie, et donc qui organisent comme ça des conférences, qui font aussi des chants, des rondes, des stands d'auto-soins, des stands de marché, d'échange de semences, de vente de produits agroécologiques, et puis qui, pendant ces 2 jours, vont marcher sur Paris et vont se rendre jusque devant l'Assemblée nationale et vont convoquer le président de la République pour lui remettre des propositions de politique publique. Et ben ça, enfin moi ça me paraît complètement saugrenu en France. Je vois mal le Stade de France être occupé comme ça, mais c'est quelque chose qui arrive tous les 4 ans au Brésil Et et Claire, qui est la marche des Margaridas. Héloïse, si je peux me permettre, Maria, une Brésilienne qu'on a reçue, là, insistait aussi beaucoup sur le processus. C'est-à-dire que la marche Ouais. en elle-même est un moment très fort, mais c'est aussi tout un processus qui dure pendant 4 ans pour élaborer des propositions, des revendications et autres. Ouais. Et alors justement, ce moment clé des 2 jours qui a lieu au mois d'août tous les 4 ans depuis les années 2000, en fait, c'est le fruit d'un travail de très longue haleine pendant 4 années, qui est de travailler depuis le milieu rural, depuis la réalité des femmes rurales, pour penser qu'est-ce qui aiderait au quotidien, de quoi est-ce que on a besoin dans la réalité rurale quotidienne, de quoi est-ce que les femmes ont besoin, et donc de construire pendant 4 ans ces propositions à remettre au gouvernement à partir vraiment des réalités vécues et donc des propositions faites par les personnes concernées. Et, euh, et donc ça, c'est un processus extrêmement intéressant et important, c'est-à-dire que c'est des politiques publiques qui vont être signées à partir des demandes des femmes rurales. C'est aussi pour ça que le Brésil est l'un des premiers pays à avoir eu une politique publique d'agroécologie et que dans cette politique publique, il y avait inclus la lutte contre les violences faites aux femmes, la titularisation des terres aux deux noms des hommes et des femmes, promouvoir aussi la formation des femmes rurales. Donc voilà, des choses très concrètes. Et pour vous donner un exemple, là sur la dernière marche des Margaridas qui a eu lieu du coup en août 2023, Lula a signé, donc a reçu les Margaridas et a signé une série de décrets le jour même qu'elles avaient proposés. Et donc, 8 décrets a débloqué les fonds pour ça. Et du coup, je voulais vous citer ces décrets-là. Alors, juste, c'est pas sur ce. Excusez-moi. Je fais une petite reprise. Voilà. Euh, pour vous citer ce qu'elles ont demandé, qu'elles ont réussi à obtenir donc l'an dernier,
Elles ont demandé et obtenu plus de 2 500 000 € pour l'assistance technique à l'agroécologie destinée aux familles rurales. Elles ont eu un plan d'urgence pour la réforme agraire qui allait prioriser les femmes rurales, un appui à la création de 90 000 potagers productifs agroécologiques, une commission spéciale pour la lutte contre les violences de genre en milieu rural, un plan national pour la citoyenneté et le bien-vivre pour les femmes rurales, un programme national de prévention des féminicides, un groupe interministériel pour la relève de la jeunesse en milieu rural pour éviter que les jeunes partent et ne trouvent pas sens et n'aient pas les moyens de rester, de faire vivre le milieu rural. Elles ont eu des bourses pour l'appui aux familles qui vivent dans les zones de protection environnementale, comme les parcs nationaux, etc. Et aussi des résolutions pour l'alternance, pour concilier la vie scolaire et la vie rurale pour les familles paysannes. Voilà, ça c'est le fruit de ce travail de longue haleine qui a lieu pendant 4 ans et qui donc est dans une négociation avec le gouvernement, lorsque c'est bien sûr des gouvernements, quand c'est pas le Bolsonaro au pouvoir, par exemple, quand c'est des gouvernements de familiers pour elle. Et donc ce slogan, sans féminisme, il n'y a pas d'agroécologie. Je voulais un peu vous dire qu'est-ce qu'elles entendent par là, puisque elles défendent effectivement l'agroécologie, elles la pratiquent, mais pas seulement comme de la pratique agricole, mais aussi pour penser des marchés agroécologiques, des espaces d'échange de semences, d'échange d'expériences paysannes. Euh, et ce qu'elles souhaitent mettre en place comme agroécologie, c'est une agroécologie qui va prendre en compte l'inégale distribution des ressources dans les familles, qui va prendre en compte et essayer de lutter contre la division du travail domestique, parental et le fait que les femmes soient les seules à prendre en charge tout ce travail invisible qui est le travail domestique et parental. Et donc essayer de lutter pour plus de partage de ça. Elles vont dénoncer le fait que les savoirs des femmes sur la gestion de l'environnement, les savoirs liés aux plantes qui se transmettent de femme en femme, elles vont essayer de défendre pour que ça soit reconnu comme une contribution importante dans l'agroécologie. Elles vont défendre le fait que pour elles, l'agroécologie, ça doit lutter contre les violences faites aux femmes pour que chaque personne soit en capacité de vivre sereinement, mais aussi de participer pleinement, et la promotion de l'autonomie et de la participation politique des femmes, donc pour être des sujets politiques de l'agroécologie, mais aussi voilà, des espaces de politique publique. Héloïse, est-ce que tu pourrais aussi nous décrire qui participe à ce mouvement? Parce qu'il y a bien sûr Oui, les femmes paysannes des mouvements sociaux de paysans liés à la Via Campesina, mais il y a aussi, je crois, les femmes quilombolas, des ouais, mouvements indigènes. Quelle est toute cette diversité? ouais. La particularité de la marche des Margaridas, c'est que c'est une des plus importantes manifestations d'Amérique latine en termes de volume, d'organisation. La dernière est comptée, on était à plus de 150 000 femmes rurales pendant les 2 jours en tout cas. Et c'est que c'est une marche collective où il va y avoir plus d'une dizaine d'organisations qui se mettent ensemble pour participer à cette marche. Et dedans, il y a la CONTAG, qui est la Confédération agricole des travailleurs et travailleuses agricoles, donc qui est un syndicat très important au Brésil. Il y a des mouvements paysans mixtes, donc le mouvement des sans-terre, le mouvement des petits paysans et paysannes. Il y a des mouvements non mixtes, donc de femmes paysannes, comme le mouvement de la femme travailleuse rurale du Nord-Est, qui est le mouvement du film avec lequel on a réalisé le film.
mais aussi le mouvement des femmes paysannes, qui est un mouvement qui est plus du sud. Il y a effectivement des réseaux de femmes indigènes, des réseaux de femmes quilombolas, donc afrodescendantes, qui sont organisées autour d'activités plus comme le concassage de noix de coco babassou, la cueillette, les récoltes sur les rizières, etc. Euh, et des ONG féministes et des ONG agroécologiques. Et du coup, l'ensemble de ces organisations se réunissent pour organiser la marche des Margaritas. Et un petit point, c'est que le nom Marcha das Margaridas, c'est en fait un fémage à Maria Margarida Alves, qui était la première femme syndicaliste au Brésil, la première femme syndicaliste rurale dans les années 80 au Brésil. C'était une femme du Nord-Est qui luttait pour ce que soient reconnus les droits des paysans, des paysannes, des travailleurs, des travailleuses, et qui allait dénoncer les violences des grands propriétaires terriens, le vol des terres aussi qui a été fait. Et il se trouve que Margarida Maria Alves, elle a été assassinée par des grands propriétaires terriens du fait d'être engagée politiquement, d'être une femme leader syndical. Et donc, c'était un message, bien sûr, pour stopper son combat à elle, mais c'était aussi un message très fort à toutes les luttes paysannes pour essayer de terroriser les personnes qui résistaient à l'oppression qu'il y a en milieu agricole et à l'agro-business qui se met en place et aux grands propriétaires terriens. Et ça, c'est un enjeu important parce qu'au Brésil, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il y a donc déjà, il y a des grandes propriétés terriennes extrêmement importantes, des monocultures à n'en plus finir. Mais l'agrobusiness, il est aussi en politique, puisque le Congrès, un tiers des sièges du Congrès sont occupés par le lobby agro-industriel qui s'appelle le lobby du bœuf, son surnom au Brésil. Et, euh, et donc, c'est un tiers des sièges. Il y a un autre tiers des sièges qui est occupé par le lobby évangéliste et un autre tiers des sièges qui est occupé par le lobby de l'armement. Et les trois fonctionnent très bien ensemble pour essayer de stopper les moindres réformes qui pourraient être favorables à l'agriculture familiale, etc. Et aussi pour faire passer des libérations de pesticides, des grands projets destructeurs du point de vue écologique, etc. Donc, ces résistances-là, que sont les résistances paysannes, que sont la marche des Margaridas, elles sont dans ce contexte politique-là aussi. Et donc, le fait qu'elles s'organisent, qu'elles essaient de demander des politiques publiques, qu'elles défendent des projets agroécologiques au quotidien, c'est des formes de résistance sur plusieurs niveaux, mais qui sont face à un colosse politique et agro-industriel très puissant aussi. Et donc, ça a une puissance assez révolutionnaire, du coup, toutes ces mobilisations-là des femmes rurales dans ce contexte-là. Merci. Alors, juste avant de vous retrouver, là, nous étions en communication avec les organisateurs du voyage sur place, là, qui nous parlaient de la coopérative Normandia que vous allez visiter et où étaient justement hébergées, enfin logées ces femmes que tu as rencontrées. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, peut-être des particularités du Nord-Est ou du Pernambouc là-dedans, le Pernambouc qui a toujours été considéré comme un État particulièrement combatif et innovant là-dessus? Effectivement, vous allez connaître l'assentamento Normandia, donc qui est un assentamento du mouvement des Sans-Terre et qui a hébergé le lancement du film, du coup, Femmes rurales en mouvement, puisque certaines militantes du mouvement des travailleuses rurales sont aussi militantes du mouvement des Sans-Terre, elles travaillent ensemble, fonctionnent ensemble, etc.
La particularité du Nord-Est, c'est que donc c'est une région qui regroupe 9 États et qui a un climat assez rude déjà parce qu'il y a plusieurs microclimats, mais qui souffre d'une désertification importante, de sécheresse très importante et qui a été très appauvrie par les politiques coloniales et les politiques publiques par la suite, y compris des politiques pour l'agriculture qui ont encouragé des déforestations et puis des plantations en monoculture d'arbres de cajou, par exemple, parce que pour vendre ça, et en fait, ça appauvrit les sols, les arbres n'ont plus donné, enfin, donc, des formes d'entrave à la diversification agricole qui ont été encouragées par les politiques publiques. Et donc, c'est aussi une région donc, qui a subi ces formes-là donc, et qui est assez précarisée avec des taux de pauvreté importants, mais c'est surtout une région de grande résistance historique très importante, des résistances qui sont à la fois des résistances dans les luttes pour la terre, donc des résistances paysannes de familles qui ont été défendre leur droit à la terre en se battant, en s'opposant à des grands projets, en allant au tribunal pour essayer de demander les titres de propriété. C'est aussi un territoire qui a été des territoires de plantation et d'esclavagisme fort et où il y a eu des nombreux esclaves afrodescendants qui ont fui les colonies et qui se sont organisés sur des territoires de résistance que sont les quilombos, du coup. On a aussi ces formes de résistance-là où ont été construites des villages, des communautés quilombo avec des formes d'agroforesterie hyper intéressantes déjà à l'époque de la colonisation. C'est aussi des résistances syndicales fortes et le président Lula da Silva est issu du Nord-Est et était leader syndical qui l'a fait aussi monter ensuite jusqu'à la présidence. Donc voilà, c'est à la fois une région qui est, et vous le verrez du coup, qui a été une région qui a été source de plein d'innovations agroécologiques aussi, pour faire face à la sécheresse, pour continuer à diversifier les plantations, avoir une agroécologie diversifiée, avoir des formes d'agroforesterie qui sont adaptées aux sécheresses typiques du Nord-Est avec des politiques publiques comme les citernes ou comme les potagers agroécologiques qui ont aussi aidé les familles à mettre en place ça. Et donc, du point de vue agroécologique, qui est assez riche de plein d'expériences différentes et nombreuses qui ont été portées par les mouvements de femmes paysannes et le mouvement des Sans-Terre aussi sur le Nord-Est. Donc, pour ça, il y a une identité vraiment de cette région-là, dans un contexte difficile de plantation, de désertification, mais avec plein de résistance et plein de formes d'innovation agroécologique hyper intéressantes et hyper inspirantes, quoi. Dans un contexte quand même qui est pourtant particulièrement difficile et notamment pas quelque chose qui nous parlera ici en France, la lutte pour l'eau, hein, pour les eaux du grand fleuve qui est par là-bas, le Rio San Rio Francisco, San Francisco. qui ont tendance à être accaparés par les grands propriétaires. Et là, c'est aussi un foyer de résistance paysanne, cette lutte pour l'eau. Oui, et le Rio, la lutte enfin, contre l'accaparement du Rio San Francisco, contre son détournement de trajectoire, tout ça pour des grands projets d'accaparement des eaux, de grands barrages, etc. Effectivement, ça a été une lutte très importante et beaucoup de mouvements aussi se sont formés et beaucoup de personnes paysannes se sont engagées dans la lutte pour ça. Oui, donc ça, c'est vrai que c'est un lieu aussi historique autour de cette lutte en particulier.